Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Décrire le monde, le décortiquer, c'est super. Mais c'est important de le faire en ayant conscience de l'endroit d'où on parle, comme on disait en mai 68. Sans tomber dans un nombrilisme échevelé, c'est plutôt sain que les rédactions s'interrogent sur qui sont celles et ceux qui la composent, sur leurs origines sociales, culturelles, sur leur parcours, sur leur diversité et donc sur leurs biais. Car nous en avons tous. L'essentiel, c'est d'en être conscient et de se doter, le cas échéant, d'outils pour en atténuer les effets. Ainsi, sur les questions de genre, certains médias prennent le pli de nommer un ou une responsable éditoriale chargée de veiller à ce que les messieurs n'occupent pas l'intégralité de l'espace public. Ces postes de gender editor, ils existent au New York Times, par exemple, mais aussi en France, à Mediapart, depuis octobre 2020. C'était le sujet de cet épisode qui date de novembre 2020. Bienvenue dans Programme B. Notre invitée, c'est sans trop de surprise Lénaïque Bredoux de Mediapart, celle qui donc a étrenné ce poste en France et à qui j'ai demandé pour démarrer d'en livrer une définition, histoire de savoir de quoi on parle. On a fait une traduction de l'anglais, en fait, qui est un peu longue peut-être, mais voilà, on n'a pas trouvé mieux en réalité, qui est donc une traduction qui dit responsable éditorial aux questions de genre. Bon voilà, ça a l'inconvénient d'être long, mais l'idée c'est de bien montrer que c'est d'abord une question éditoriale, c'est-à-dire une question journalistique, et donc de veiller dans notre traitement journalistique, dans notre travail comme journaliste, dans la publication de nos articles, de manière générale, c'est-à-dire les articles, mais aussi les titres, les photos, les illustrations, les publications sur les réseaux sociaux, tout ça en étant un tout, de veiller dans ce traitement éditorial à être représentatif en réalité de la société dans laquelle nous évoluons. Donc ça peut recouvrir des tonnes de sujets, mais dans celui qui m'occupe, celui de ne pas invisibiliser la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, qui sont trop souvent, on le sait, toutes les études, toutes les mesures le montrent, sous-représentées dans la presse, quel que soit le sujet en réalité, et quand elles sont représentées, sont souvent dans des positions caricaturales, au sens où, comme témoins, beaucoup moins que comme experts. Ça a été quoi le processus qui a, au sein même de Mediapart, qui a mené à l'idée ou à la nécessité de créer ce poste ? C'est vraiment une évolution, c'est vraiment une démarche qui est venue petit à petit, progressivement, effectivement. D'abord, qui est venue mais c'est aussi la prolongation d'un travail entamé depuis plusieurs années. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on publie des enquêtes sur les questions des violences sexistes et sexuelles notamment, mais aussi sur les questions de discrimination. Et puis, évidemment, les enquêtes qu'on a pu publier, notamment depuis 2016. Donc, on a vu petit à petit l'intérêt aussi du public croître sur ces questions. Et puis, avec les révélations, avec le mouvement MeToo, évidemment, avec le fait que ces sujets prennent de plus en plus de place et qu'on les entende bien davantage qu'avant, on s'est aussi rendu compte d'une chose qui est la responsabilité des médias dans le fait que cette question était invisible ou peu discutée ou peu débattue dans l'espace public, alors qu'elle fait partie du quotidien des femmes de manière générale. Donc cette contradiction-là entre une réalité sociale très massive et une invisibilité dans les médias nous a aussi fait avancer petit à petit sur ce chemin-là. C'est-à-dire, c'est pas non seulement il nous fallait continuer à travailler sur ces questions, à publier des enquêtes, à publier des articles de décryptage des révolutions féministes, de MeToo, etc., mais aussi réfléchir à notre position comme média et comment on s'insère dans le débat public de ce point de vue-là. Parce que c'est comme sur la réalité des violences, la réalité de ce que fait la presse en général, dans laquelle Mediapart appartient, elle est aussi documentée dans ses biais de genre. Voilà, quelles sont les réponses, comment y répondre, comment y réfléchir, quels outils imaginer. Voilà, c'est un processus qui petit à petit nous a amené à la création de ce poste. Comment il fonctionne concrètement ce poste ? C'est quoi la journée, la semaine type de cette vigie éditoriale
aux questions de genre? Alors ça passe d'abord par la coordination d'une partie de la production éditoriale, c'est-à-dire la production sur les enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles ou sur les inégalités de genre ou sur les féminicides par exemple. Ça fait partie déjà de ces missions, donc c'est déjà une charge de travail relativement conséquente. Ensuite, ça passe par beaucoup de discussions et beaucoup de discussions informelles. C'est la raison pour laquelle c'est parfois difficile à détailler, en fait, parce que c'est discuter avec un collègue qui a fait l'interview de la ministre espagnole aux droits des femmes sur le projet de loi qui va être voté en Espagne. C'est discuter avec la collègue qui va s'occuper des questions de pauvreté, de comment, justement, c'est un bon exemple, la pauvreté, parce que on ne met pas le visage de qui sont les gens les plus précaires, les plus mal logés, les plus pauvres. C'est pas du tout pour faire de la concurrence, mais c'est souvent les mères célibataires. Et du coup, si on en parlait en ces termes, en nommant les choses, on pourrait aussi, d'abord, on décrirait mieux la société. Bon, ça, ce serait quand même une partie de notre travail. Et puis aussi, ça a des conséquences parce que ça oriente le débat public et les mesures politiques qu'on peut mettre en face pour lutter contre la grande précarité. Ça pour dire, du coup, c'est discuter avec cette collègue, c'est avoir des échanges et réfléchir à comment on fait tel partenariat éditorial ou tel autre sur la question, les questions de genre, sur comment on documente les débats scientifiques et de chercheurs sur la révolution féministe, etc., etc. Donc c'est à la fois comment on traite ces sujets qui deviennent de plus en plus vastes et à la fois dans les services, dans les autres questions, au service international, au service enquête, au service social. Voilà, comment on prend en compte l'ensemble de la réalité et donc celle des femmes. C'est d'avoir un regard plus transversal que d'être simplement dans une rubrique qui serait dédiée, spécialisée à ces questions de genre. Exactement, en fait, c'est l'idée d'avoir la double casquette. C'est à la fois une rubrique, parce que c'est aussi une expertise, c'est aussi des connaissances, c'est aussi de la coordination avec d'autres collègues au journal qui s'en occupent. Et puis, effectivement, d'avoir ce regard transversal. C'est ça peut-être qui est le plus difficile à décrire et qui est pourtant au cœur du poste, en fait, c'est toutes ces discussions. En fait, il faut imaginer, on voit bien pourquoi les femmes sont invisibilisées dans la presse. Parce que, c'est la presse à l'image, de la politique, du monde des affaires, des associations, des syndicats, où de fait, c'est historiquement dirigé par des hommes, pour des hommes, en masquant une partie de la réalité. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a posé un constat largement documenté, mais comment on fait justement, comme journalistes, qui nous penchons sur la réalité qu'on a devant nous, pour mieux la restituer à nos lecteurs et à nos lectrices? Encore une fois, c'est quand même notre objectif. Comment on fait? Bon, on voit bien qu'on a des gros biais. Comment on essaye de corriger ces biais? C'est quelque chose d'assez impalpable, en fait. Donc, pour y être vigilant, c'est justement l'idée d'avoir quelqu'un dont c'est la préoccupation. On se rend compte que si on n'a pas cette préoccupation, en fait, les vieilles habitudes reviennent. Et parce qu'on n'est pas des extraterrestres, en fait. On vit dans cette société, on est traversé par nos histoires, par nos éducations, par nos lectures, et du coup, ça revient. Donc, parmi les pistes qui existent, qui sont sur la table, en fait, qui sont dans le débat public pour lutter contre ces biais journalistiques, il y a celui de poste de gender editor, sous l'appellation qui vient du New York Times aux États-Unis avec Jessica Bennett, ou comme nous on l'a appelé responsable éditorial de questions de genre, mais qui est un outil parmi d'autres pour être cette espèce de vigie permanente sur cette question. Peut-être cet outil s'avérera pas opérationnel, on verra, mais en tout cas l'objectif il est assez clair. J'ai l'impression que ça a été accueilli avec pas mal de curiosité, pour le coup assez bienveillante. Peut-être que j'ai une vision un peu angélique des choses à l'annonce de la création de ce poste, mais que ça a suscité pas mal d'intérêt. C'est difficile pour moi de le mesurer en fait, parce que je me rends pas bien compte. En tout cas, moi, je me suis pas fait insulter sur les réseaux sociaux. Non, mais j'ai pas vu passer de choses. Après, je pense que en interne des rédactions, c'est l'objet de vifs débats. Je crois savoir quand même que autant il y a des journalistes qui portent cette demande, qui le défendent, qui pensent que ça peut être un outil efficace, autant il y a des gens, notamment dans les directions des journaux, qui sont très réticents à cet outil. Ça, je sais que certains ont eu le débat en interne de leur rédaction. En fait, moi, je n'ai pas de fétichisation. Là, s'il y a d'autres outils qui existent sur la place, peut-être faut-il les mettre en œuvre. Moi, je vois que ça fait partie sur la palette. On se dit, on essaye, on voit si ça marche, etc. Effectivement, je pense quand même que ce qui a peut-être changé, malgré tout ces dernières années, c'est que, notamment depuis MeToo, évidemment, c'est quand même de voir que les médias ont un problème. Et ont un problème de sous-représentation de ces sujets
et un problème de sous-représentation tout court, c'est-à-dire ils invitent trop d'hommes dans leur matinale, voire que des hommes dans leur matinale. On l'a vu au moment du confinement, et c'était le point d'appart d'ailleurs d'un rapport parlementaire de la députée LR Céline Calvez, pendant le confinement, où on glorifiait les premières lignes qui étaient très féminisées, parce que dans la santé, dans les EHPAD, dans les écoles, vous avez un personnel qui est extrêmement féminisé, versus des plateaux de télévision où les experts débattaient entre eux et étaient très majoritairement des hommes. Une tendance qui, par ailleurs, s'est aggravée pour ce deuxième confinement, selon les premiers retours. Donc, ça montre qu'il y a une réalité qui est très documentée aujourd'hui, qui est sans doute mieux documentée qu'avant. On y fait davantage attention. Et je pense quand même que les médias, même si leur pratique se perpétue, sont quand même interpellés par cette situation. Donc, peut-être que c'est cette question-là qui commence à bouger. C'est-à-dire de se dire, au lieu d'être enfermés dans nos certitudes, on fait tout bien, on est parfait, on est géniaux, peut-être se dire, voilà, nous avons des biais, nous avons une manière, tordue, c'est pas joli comme expression, mais voilà, de voir la réalité, de faire notre travail. Voilà, essayons de réfléchir à comment le faire mieux. Bon, ça me semble pas être une démarche révolutionnaire non plus. On l'a dit, cette pratique, ce poste, il existe déjà dans d'autres médias américains, notamment au New York Times. Est-ce qu'on a déjà une idée, est-ce qu'on a un petit retour d'expérience de l'effet potentiellement bénéfique que ça a pu avoir sur le contenu du journal, l'existence de ce poste là-bas? Alors, il faudra leur poser la question, parce que moi, je me sens pas tout à fait dans les épaules d'être la porte-parole du New York Times. Ça existe aussi en Espagne, à El Diario. En fait, donc c'est plutôt à eux et à elles qu'il faudrait demander. Ce que je sais, ce que je vois et ce que je constate, c'est que ce service, que le poste, en fait, ne fait que grandir et de prendre de plus en plus de place dans le journal. J'imagine qu'ils ont identifié que les besoins éditoriaux, en fait, étaient plus importants que ce qu'ils imaginaient, ce qui montre que ça doit répondre à un besoin ou un manque, plus exactement, qu'ils avaient précédemment. Encore une fois, les rédactions, on sait quel est notre problème. On le sait qu'on invisibilise trop ces sujets. Franchement, moi, il y a des jours, j'ouvre Mediapart, et la une de Mediapart est quasiment à 99% composée d'hommes en cravate. Pas uniquement d'hommes, mais d'hommes en cravate. C'est aussi, ça aussi, c'est important. C'est pas, bon, évidemment, ça arrive de moins en moins et parce que ça fait des années qu'on y réfléchit, qu'on essaye d'y penser, et puis que dès qu'on s'en rend compte, on se dit non, mais voilà, on bouge, etc. Mais ça montre bien que ça revient, en fait. C'est des réflexes qui reviennent si on n'y prend pas garde. Mais évidemment aussi parce que l'actualité, elle est faite comme ça. Très souvent, elle est faite comme ça. Donc, du coup, on a quand même du mal à être à s'extraire en permanence de ce qui peut arriver. Et puis, notre vigilance s'émousse, comme je disais. Donc, on voit bien ce problème-là. Et du coup, c'est pas juste en claquant des doigts que ça peut changer. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas juste en se disant non, mais bon, moi, je suis pour l'égalité. Non, mais moi, je suis pour faire attention aux photos. Qu'en fait, ça va marcher. C'est pas automatique. Parce qu'encore une fois, c'est des représentations extrêmement ancrées. Et je pense que c'est manifestement le constat qu'a fait le New York Times. Mais bon, je ne suis pas sa porte-parole. Est-ce qu'une des idées aussi, c'est pas de faire école, je ne sais pas si le terme est le bon, mais d'inspirer d'autres médias français, d'être les premiers à s'y coller en espérant que d'autres suivent? Alors, je ne sais pas, en tout cas on n'était pas dans une course pour être les premiers, hein. Il n'y a pas eu d'espèce de bataille en se disant tiens, si on faisait ça pour montrer qu'on est les premiers. C'est difficile aussi de dire valeur d'exemple, parce que bon, il faudra en faire le bilan. C'est beaucoup trop tôt, on vient de le lancer, donc pour dire voilà les enseignements positifs qu'on en tire, il faut attendre quand même plusieurs mois. À ce moment-là, peut-être on pourrait dire, franchement, nous, de notre expérience, on peut vous recommander ci, ça ou ça, parce qu'on trouve que nous, ça a marché. Ça, on verra. Après, l'idée, évidemment, d'assumer le fait qu'on veut, dans le paysage médiatique qui est parfois déprimant, essayer d'inventer, de réfléchir de façon différente à notre pratique du journalisme, ça oui, mais c'est pas nouveau. Alors pour le coup, ça se limite pas à ça à Mediapart, c'était même l'objet de départ de la création du site par ses cofondateurs et sa cofondatrice. Donc c'est plutôt la continuité, pareil, d'un ADN du journal qui permet ça aussi, qui permet que quand on a discuté de ce poste, la direction a été très enthousiaste et s'est dit que oui, c'était un bon outil à tenter et tout. Je pense que c'est parce qu'on est aussi dans cet écosystème du journal que ça a été possible et que ça a été rendu possible de manière aussi facile, en fait, et enthousiaste à l'intérieur du journal. Donc, du coup, c'est sûr que ce choix-là, cette envie-là, on la partage et ça, on espère que d'autres rédactions, si c'est le bon outil, encore une fois, puissent aussi s'en emparer. Un des risques, j'imagine, auxquels vous avez pensé en
en créant ce poste, c'est de prêter le flanc à une critique qui est très courante dès qu'on parle des questions d'égalité en ce moment. C'est celle qui veut que nous qui portons ces sujets importons des problématiques d'outre-Atlantique, des problématiques américaines, dans un univers français où elles n'auraient pas leur place, en gros. J'imagine que c'est quelque chose que vous aviez identifié en amont avant d'annoncer la création de ce poste. Oui, en fait, c'est toujours la même chose. Dès qu'on parle du genre, dès qu'on parle du racisme, en fait, c'est soit la pudibonderie, soit le multiculturalisme américain. Emmanuel Macron appelle le New York Times pour dire qu'il est vraiment pas d'accord avec tout ça. Bon. La problématique de la sous-représentation des femmes dans les journaux n'a pas été inventée par les États-Unis, n'a pas été inventée par le New York Times. Ceci n'est pas un grand complot mondial. Ceci est largement documenté par des rapports qui sont bien de chez nous, bien faits en France. Non, mais j'ironise un peu, mais c'est vrai. C'est-à-dire, il faut quand même se dire que c'est une réalité qu'on n'invente pas, qui n'est pas une élucubration d'activistes folles, en fait. C'est, encore une fois, franchement, le rapport de la mission d'information parlementaire de Céline Calvez, députée LREM, ne me semble pas être un brûlot féministe. Tout comme les rapports du CSA en la matière ne me semblent pas être les outils de dangereuses sorcières. Non, mais quand même, c'est le CSA. On parle du CSA, d'une institution, franchement, qui n'est pas, encore une fois, révolutionnaire. Alors, je vais rester, soft. Mais du coup, c'est de ça dont on parle. On parle de déséquilibre, on parle de biais, on parle de déformation de la réalité, parce qu'invisibiliser, c'est déformer la réalité, qui sont documentées par des institutions, tout ce qui est de plus officiel et tout ce qui est de plus français. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ce constat, quelles sont les autres pistes, quels sont les autres outils qui sont sur la table pour essayer de changer ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire écrire des papiers là-dessus, créer des posts sur ces questions, avoir des journalistes qui écrivent sur ces questions. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire coordonner ce travail. Ça veut aussi dire faire que dans les discussions de tous des différents services, ces sujets émergent. C'est tout simplement ça dont il s'agit, en fait. Tout comme on pourrait aussi dire, évidemment, que les sous-représentations, être sensible au fait qu'on sous-représente, mais c'est aussi vrai évidemment des milieux sociaux les plus populaires, des personnes issues de l'immigration, etc., sont des problèmes que la presse a, y compris vis-à-vis de son propre lectorat. C'est aussi, dans notre lectorat, si on veut être crédible et avoir une sorte de confiance et de pacte de confiance avec notre lectorat, c'est des choses auxquelles je pense qu'il faut être attentif et sur lesquelles il faut travailler. Et les États-Unis, les débats sur les gender studies ou la question raciale aux États-Unis n'y est pas pour grand-chose, en fait. Merci à Lénaïque Bredou pour ses réponses. Cet entretien date de novembre 2020. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur la plage si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.